Le Student Green Office te présente le 4e épisode de sa série Au grand air. Que ce soit pour notre tartine ou notre sandwich, en accompagnement ou en plat, nous achetons et nous mangeons du pain. Si dans le premier épisode d'Au grand air nous avions déjà parlé des systèmes agroalimentaires, nous poursuivons aujourd'hui notre réflexion à ce sujet en s'intéressant à un aliment phare de notre alimentation, le pain. Le pain est un produit fini que la plupart d'entre nous achètent au supermarché ou en boulangerie. Or, avant d'arriver dans les rayons et dans nos assiettes, le pain vient d'abord du blé, de la farine et puis d'une pâte cuite au four. Ainsi, en s'intéressant au pain, on s'intéresse à différentes étapes d'un processus de fabrication qui soulève plusieurs problèmes caractéristiques de notre système alimentaire. Je pense à la précarité des paysannes et paysans, à l'utilisation de pesticides et d'OGM qui menacent la biodiversité, à l'utilisation d'additifs ou encore aux apports nutritifs des aliments. Dans ce podcast, on va s'intéresser à ces étapes et aux enjeux qui y sont liés. Je suis pour cela accompagnée de Noémie Maugan et Amaury Beaugendre. Noémie est chercheuse à l'ULB et travaille avec sa collègue Lou Chosebourg de l'Université de Liège-Jean-Blou sur la relocalisation des filières de céréales panifiables en circuit court en Belgique. Amaury est également doctorant à l'ULB et lui axe sa recherche sur la culture des céréales panifiables en Belgique en bio. Bonjour Noémie. Bonjour. Bonjour Amaury. Bonjour. Et nous sommes également avec Plume, cofondatrice du Pain Levé, une boulangerie militante autogérée à Schaerbeek. Bonjour Plume. Bonjour. Avant de parler du pain, parlons un peu du blé. Amaury, est-ce que tu peux nous expliquer comment se passent aujourd'hui les cultures de blé et en quoi la culture du blé pose problème pour des raisons environnementales et sociales? Peut-être d'abord en petite introduction, c'est important de rappeler que le blé c'est la première culture en fait en Belgique, mais aussi en Europe. Donc c'est à peu près en Belgique 13% de la surface agricole et en Europe donc 15%. Et c'est même 25% des terres arables. Donc si on met de côté les prairies permanentes et les vergers. Donc en termes d'impact, il y a déjà cette ampleur, ça couvre une grande surface, donc ça touche une grande partie de nos campagnes. Au niveau vraiment de l'impact environnemental, on va dire par hectare, on va dire donc pour un champ, c'est pas la pire des cultures dans le sens où c'est pas celle qui est le plus gourmande en pesticides. Donc par exemple, c'est 5 fois moins que les pommes de terre ou 2 fois moins que les betteraves en Belgique en termes d'épandage de pesticides. Mais comme c'est quand même une très grande culture dans la surface cultivée, elle représente un impact environnemental non négligeable, d'autant plus que c'est une culture qui est assez peu convertie au bio. Environ 4% seulement en Europe des surfaces de blé cultivées sont en bio. Donc on a quand même une grosse marge d'amélioration possible en termes d'impact environnemental. Donc voilà, pourquoi est-ce que c'est pas converti en bio? C'est une question qui est difficile à répondre avec une seule raison. Il y a une multiplicité de raisons, mais nous en tout cas, une des raisons qu'on explore, ou en tout cas que moi j'explore dans ma thèse, c'est qu'il y a probablement en partie un manque de pratiques adaptées, dans le sens où aujourd'hui, la conversion en bio, elle est surtout basée sur un paradigme de substitution d'intrants, donc c'est-à-dire on va prendre la même recette et on va juste changer quelques ingrédients à la sauce bio, mais on va pas vraiment repenser le système de culture. Et donc voilà, nous on travaille plutôt sur la question de la semence, qui est un des rouages où ça bloque. Donc voilà, ça c'est pour une petite introduction pour le côté environnemental. Pour le côté social, je vais peut-être plutôt laisser parler Noémie. Mais donc il faut savoir qu'un des problèmes, en tout cas en Belgique, c'est que c'est une culture pour les agriculteurs qui est assez incertaine en termes de débouchés. Mais Noémie, je te laisse dérouler. Oui, merci. Donc en fait, ce que ça donne, c'est qu'en réalité, il y a moins de 10% du froment produit en Belgique qui est en fait destiné à la meunerie belge, donc pour faire du pain ici en Belgique. Et la donc culture... on utilise surtout du froment en Belgique pour faire du pain? On utilise toute une série de choses, mais majoritairement du froment. Okay. Et donc, il y a 10% de ce froment qui est vraiment cultivé chez nous. Et donc, c'est devenu presque anecdotique. Et pourquoi? Parce qu'en fait, le froment chez nous, mais aussi ailleurs, et la farine doivent en fait témoigner d'un certain taux de protéines pour être reconnus comme panifiables. En fait, selon principalement les normes de l'industrie. Donc
Le problème, c'est que ce taux de protéines, il va être sensible à la météo et donc il peut varier d'année en année. Et donc après analyse, si le grain n'a pas ce taux de protéines souhaité, en fait il est déclassé en grain dit fourragé, donc ça veut dire qu'il alimente le bétail. Du coup, le prix auquel on peut le vendre, évidemment, va pas être le même que si c'est du froment panifiable, il sera moins élevé. Et donc, en conséquence, les fermes, souvent, ce qu'elles font, c'est plutôt de risquer la culture de froment panifiable, mais elle va se rabattre sur une valeur sûre, qui est donc cette culture de froment plutôt, ou de céréales fourragères, qui est moins exigeante et moins aléatoire, quoi. Donc le reste en fait du grain, donc il y a ces 10%, et puis le reste en fait à quoi il sert, il va servir à l'alimentation du bétail comme je viens de l'expliquer, et puis il va aussi servir en grande partie pour les agrocarburants, voilà, donc la production d'énergie. Et donc nous ce qu'on fait c'est qu'on va chercher des céréales principalement en France, aussi en Allemagne, aux Pays-Bas et aussi un petit peu en Ukraine. Donc le pain qu'on mange en fait ici, majoritairement il n'est pas issu de céréales belges. Ça c'est majoritairement, Plume va nous expliquer d'autres choses. Mais donc l'impact au niveau social, c'est que ça accentue vraiment la précarité paysanne parce que c'est une culture qui est peu rémunérée et en plus avec des prix très volatiles puisque dans le système conventionnel les prix sont alignés sur le marché. Et donc les petits producteurs, ils doivent composer avec ce climat qui pour l'instant, vous l'avez vu, encore cette année, il est peu clément. Et puis, ils doivent faire face aussi à la concurrence de pays, on va dire, céréaliers, tels que l'Ukraine notamment, qui ont un niveau de productivité qui est très difficile à égaler. Donc, il y a des initiatives locales qui émergent, mais on vous en parlera un petit peu plus pour la suite. Pour chercher d'autres types de qualités et aussi un impact environnemental réduit, quoi. Et aussi pour peut-être être moins dépendant d'autres pays et d'être plus autosuffisant. Oui, c'est ça. Okay. Et pour avoir aussi une rémunération plus juste pour les producteurs. D'accord, merci beaucoup déjà. Est-ce que, Amaury, tu peux nous parler un peu des variétés utilisées et des difficultés auxquelles les agriculteurs et agricultrices font face? On en a déjà un peu parlé, mais... Oui, donc pour la question des variétés, en fait, aujourd'hui, si un agriculteur veut semer un champ de blé, la plupart des fois, il va se tourner vers le marché, il va essayer d'acheter des semences, quoi. Donc, et pour pouvoir commercialiser des semences en Europe, il faut que la variété de ces semences soit enregistrée d'abord au catalogue. Donc c'est un catalogue européen qui répond à toute une série de normes bien précises. Et donc voilà, c'est assez exigeant. En fait, pour enregistrer une variété au catalogue, donc voilà, comme je disais, il y a tout un tas de critères stricts qui sont plutôt conçus sur mesure pour le système conventionnel. Et c'est aussi un processus qui est coûteux. Donc en fait, non seulement il faut développer la variété, donc c'est un travail déjà qui s'étend sur des années et des années, et après, rien que le processus d'inscription, où là on se remet au pouvoir public, ça coûte de l'ordre de 4 000 à 5 000 euros par variété au minimum. Donc tout ça pour dire, c'est un processus qui n'est pas accessible à tout le monde. Donc la conséquence, c'est que les variétés qui sont disponibles sur le marché, elles sont principalement développées par des grands semenciers, donc des entreprises privées. Donc voilà, pour le plus connu, on va dire Monsanto, mais il n'y a pas que, surtout pour le blé. Et puis, ça peut être aussi des fois des centres de recherche publics. Donc en Belgique, on aura le centre de recherche agronomique de Wallonie, par exemple, ou on a le CARA, voilà, en France, l'INRA, voilà, des instituts comme ça. Mais c'est quand même dans une moindre mesure. La conséquence de tout ça, c'est que les circuits semenciers dominants, à la fois à cause des réglementations et parce que du coup les acteurs qui sélectionnent les variétés vont plutôt se diriger vers le marché le plus large, donc comme j'ai dit, il n'y a que 4% de surface cultivée en bio, donc ils ont plus intérêt à faire des variétés pour le conventionnel. Ça fait que toutes les variétés quasiment qui sont disponibles, elles sont vraiment taillées sur mesure pour des pratiques agricoles intensives en pesticides et en engrais chimiques. Et donc, ce que ça donne comme résultat, c'est que aujourd'hui, on a vraiment un type de variété qu'on va qualifier de variété moderne ou parfois de variété élite.
même si on peut discuter de ce terme-là, qui a émergé, on va dire, à partir des années 60, où en fait c'est des variétés qui ont deux grandes caractéristiques. C'est qu'elles sont très uniformes, donc ça c'est une des normes qui est imposée par les réglementations, c'est qu'il faut qu'une variété pour être inscrite doit être parfaitement uniforme, notamment pour que les semenciers puissent dire, on puisse dire ça c'est ma variété, regardez, elle est uniforme, elle est distincte, elle est reconnaissable. Et donc après on peut dire derrière, vous allez me devoir des royalties si vous la cultivez, etc. Et puis, et donc voilà, donc chaque plante d'une même variété dans un champ, ça va être à peu près la jumelle ou la clone quasi parfaite de ses voisines. Donc ça c'est une caractéristique. Et l'autre, c'est que, comme je le disais, c'est sélectionné pour le conventionnel, donc pour bien réagir à de hautes doses d'engrais minéraux, et pour évoluer dans des environnements qui sont vraiment fort contrôlés. Et donc le problème, c'est que quand on a des pratiques agroécologiques ou d'agriculture biologique même simplement, la plante évolue pas dans le même environnement, et donc elle va pas... on va pas rechercher les mêmes caractéristiques pour qu'elle se développe bien. Et donc, ça marche moins bien. Voilà, ça c'est une des grosses limites aujourd'hui, c'est que y a pas ou peu de variétés adaptées sur le marché. Il y a quand même, les paysans et les chercheurs explorent quand même d'autres alternatives. On reste pas, on subit pas notre sort dans notre coin. Parmi les alternatives, on peut citer les variétés anciennes ou blé de pays. Donc ça, en fait, ce sont toutes les variétés qui prédatent cette émergence des variétés modernes, naines, etc., qui sont généralement mieux équipées face à des conditions environnementales un peu plus rudes, on va dire, ou un peu plus incertaines, mais qui ont aussi quelques inconvénients. Donc elles sont plus sensibles à l'averse, donc c'est-à-dire le phénomène de quand il y a des orages, des fois les champs les plantes vont se coucher par terre, donc ça pose problème. Pour différentes raisons, mais notamment pour la récolte et pour les maladies et la qualité ensuite des grains. Donc voilà, ça c'est un des inconvénients. Les rendements sont souvent aussi inférieurs, en tout cas moins quand c'est dans des conditions plus difficiles, mais donc là elles vont mieux s'en sortir parce qu'elles sont mieux équipées pour. Mais donc voilà, il y a les variétés anciennes qui sont une option qui est explorée. Ou aussi, on peut travailler sur plutôt la diversité au sein du champ. Donc, comme je vous disais, les variétés modernes aujourd'hui, elles sont uniformes. Chaque variété est uniforme. Et donc, ici, c'est ce que moi, dans ma thèse, j'explore plus particulièrement, c'est l'idée de réintroduire de la diversité dans le champ, mais à l'échelle seulement du blé. Donc, on ne mélange pas avec d'autres espèces. Et donc, ça va par exemple être des mélanges de variétés ou des variétés population. Ce que les variétés anciennes ou les blés de pays étaient déjà en partie. Elles n'étaient pas parfaitement uniformes. Et donc voilà, et donc pour finir sur ma longue tirade, aujourd'hui typiquement, pour donner un exemple, on travaille sur un projet de sélection participative qui mêle un petit peu les deux. Nous, chercheurs de l'ULB, du Centre de recherche agronomique de Wallonie, mais avec aussi un réseau de semences paysannes wallon qui s'appelle l'IMESTER, et avec Bio Wallonie, qui est aussi, on va dire, une structure d'accompagnement de l'agriculture biologique en Wallonie. On a travaillé ensemble pour constituer justement une variété donc très diversifiée, très hétérogène, basée sur des variétés anciennes. Donc on mélange un peu les deux à destination de l'agriculture paysanne wallonne. Du coup, si j'ai bien compris, ce qui serait bien, c'est de sortir de la prédominance de ces variétés inscrites au catalogue qui sont pas forcément bonnes pour faire des types d'agriculture alternative. Et donc d'avoir plus de diversité, d'avoir des variétés différentes, des populations comme tu disais, et donc d'introduire peut-être des nouvelles variétés comme vous essayez de le faire. Oui, donc il y a quand même un petit peu d'évolution qui se fait peu à peu au niveau des réglementations européennes. Pour le catalogue. Voilà, le catalogue, en fait, il régit qu'est-ce qui peut être commercialisé comme semence. Donc, on n'a pas le droit de vendre de semences, ni même d'en donner, si c'est pas inscrit au catalogue. Et donc, c'était très cadenassé jusqu'à récemment. Là, maintenant, ça évolue un petit peu. Donc, l'Union européenne, maintenant, a créé un régime d'exception pour l'agriculture biologique, où donc on a le droit de faire maintenant ce qu'ils appellent du matériel hétérogène biologique. Donc, en fait, c'est ces variétés diversifiées. Et elle commence à travailler sur de nouveaux régimes de variétés biologiques qui seraient, qui offriraient un cadre un petit peu plus favorable à sélectionner pour le bio. Mais après,
même si le cadre évolue, le problème aussi, c'est qu'il faut que, que quelqu'un s'en empare, on va dire, qu'il y ait des variétés qui voient le jour, qui puissent circuler. Et donc ça, c'est pas forcément évident, compte tenu de les moyens logistiques, techniques, même financiers qu'il faut pour assumer tout ça. C'est pas simple. Et alors, j'ai lu et entendu que plusieurs paysannes et paysans parlent d'autonomie semencière et que ce serait une bonne chose pour LDE. Est-ce que ça veut dire avoir ses propres variétés ou est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi c'est bien pour ces paysannes et paysans? Comme je le disais, donc il y a toute cette réglementation autour des semences qui fait que on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut, même pour ressemer des semences. Donc on appelle ça des semences de ferme. Donc c'est-à-dire quand l'agriculteur il se dit j'ai récolté mes grains, j'en utilise une partie pour l'année prochaine pour semer mon champ. C'est autorisé de le faire, mais même là, si la variété en question, elle fait l'objet c'est pas un brevet, mais c'est un certificat d'obtention végétale, bref, c'est un peu un espèce de brevet. Si elle est brevetée par une entreprise, on va dire, il doit payer une taxe au semencier. Donc déjà, il y a ce problème-là. Au niveau de l'échange, du don, de la commercialisation de semences, c'est aussi très encadré. Et donc, au final, la vente et le don de semences sont autorisés que si la variété elle est enregistrée au catalogue, encore une fois. Donc, au final, les agriculteurs, ils ont le droit de semer et de vendre la production qui vient de semences paysannes, donc ce serait des variétés anciennes ou même des semences développées par l'agriculteur, sélectionnées par l'agriculteur. Mais comme il n'a pas le droit de les échanger, de les vendre, etc., ça reste quand même très cadenassé. Voilà, quand on parle d'autonomie semencière, on parle un petit peu entre autres de libérer ses droits. Je pense qu'il y a plusieurs dimensions, quoi. Il y a la dimension plus vraiment agronomique où c'est pouvoir avoir des variétés plus adaptées aux pratiques paysannes. Donc ça c'est une chose. Et puis il y a aussi quand même une question plus politique de se réemparer un petit peu de cette question qui en fait c'est éloigné graduellement de l'agriculteur pour être un peu cloisonné dans des entreprises semencières ou des centres de recherche. Et donc, plutôt en fait de se rapprocher des besoins directement des agriculteurs, mais aussi de permettre. C'est émancipateur et fort symboliquement aussi pour les producteurs, les paysans, les agriculteurs, de s'extirper un peu de ce système, de cette mainmise de grosses multinationales capitalistes et de plutôt eux-mêmes s'en occuper. Alors, Plume, tu travailles donc pour le Parlevé. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment vous fonctionnez et est-ce que vous faites attention aux matières premières que vous utilisez et pourquoi? Donc le Pain-Levé, c'est une boulangerie à Scarbeck. On est 5 boulangers et boulangères. Et nous, on avait envie de se poser les questions autant de manière de fonctionner à l'intérieur du milieu de la boulangerie. Donc nous, on a décidé de fonctionner en autogestion, de la question de l'accessibilité au pain et donc du prix, donc de la question financière, que de la provenance de nos matières premières. Et donc nous, en ce qui concerne nos farines, on se fournit quasiment entièrement chez Flittermolen, qui est un moulin à une 30aine de kilomètres de Bruxelles vers Enghien, qui ne prend des céréales que chez des paysans belges, dans un rayon de 30-40 km autour du moulin. Donc c'est super local, mais c'est un des rares moulins qui arrive à faire ça, de nous prendre... En fait, les petits moulins en Belgique arrivent à faire ça, et ce moulin-là est le moulin le plus proche de Bruxelles de ce côté-là. Et d'ailleurs, dans ce que parlait Noémie sur justement ces tests sur les farines, sur le taux de protéines, pour savoir si les farines sont panifiables, enfin les céréales sont panifiables ou si c'est déclassé en céréales fourragées, Flitter a décidé de ne pas mettre en place ces tests-là, justement pour pouvoir garantir aux paysans et paysannes qui leur vendent leurs céréales d'avoir d'office des céréales qui sont vendues en céréales panifiables. Ce qui fait que nous, par contre, on a plus d'adaptation à avoir en fournil, donc c'est aussi un pari qu'on fait en tant que boulanger. Et typiquement l'année dernière, avec les grosses pluies de l'été dernier, on a eu des céréales qui avaient des moins bonnes qualités, qui avaient moins de force boulangère, etc. Et nous, on a dû beaucoup s'adapter en fournil pour en fait s'adapter à la qualité des blés qu'on avait ensuite, Mais en même temps, c'est un pari qu'on fait parce qu'on a envie de travailler avec des céréales locales, avec des farines qui sont belges. Notre seule farine qui n'est pas belge, c'est le sarrasin.
parce que on a eu beaucoup de mal à trouver un producteur et fournisseur de sarrasin en Belgique qui nous convenait. Et donc ça, c'est la seule farine qu'on va chercher directement en Bretagne. Mais sinon, tout le reste vient de Flittermolen. Mais donc, on peut parler un peu plus de farine. Noémie, est-ce que tu peux nous expliquer pour la transformation des grains en farine, quels procédés sont utilisés et quelles infrastructures aident vraiment les paysannes et paysans? Est-ce qu'il y a certaines infrastructures qu'il faudrait en fait rejeter? Alors quand on parle, la filière céréales, elle a cette particularité qu'elle est assez longue et donc elle comporte plusieurs étapes de transformation. Et ces étapes-là, souvent, elles sont réalisées par différentes personnes, ce qui contribue à rallonger encore la filière, sauf pour des cas assez particuliers qu'on appelle les paysans boulangers, qui sont des personnes qui vont produire le grain, produire la farine et produire le pain. Et ça, en fait, il en existe beaucoup en France, mais en Belgique, nous, on pense qu'il y en a environ 4. On pourra débattre après de pourquoi il y en a si peu en Belgique. Donc l'étape à laquelle on pense tout de suite, c'est évidemment la transformation du grain en farine, mais il y a aussi d'autres étapes qui sont importantes à réfléchir, notamment par rapport à ta question de souveraineté technologique pour les paysans. C'est qu'il y a une étape de tri, de nettoyage et de stockage aussi du grain, et ensuite de stockage de la farine. Et cette étape-là, en fait, elle demande aussi des conditions d'hygiène, de température, etc. assez précises pour pas justement que le grain, parce que le grain, il est récolté majoritairement fin de l'été et après la farine, elle est produite tout au long de l'année lorsqu'on fait du pain. Il y a beaucoup de boulangers qui aiment avoir une farine fraîche. Ça dépend un peu de la configuration. Mais donc cette étape de stockage notamment, c'est souvent discuté de savoir est-ce que c'est stocké chez l'agriculteur, est-ce que c'est chez le meunier. Donc il y a un enjeu là déjà d'avoir les outils qui sont nécessaires à ce stockage, quoi. Alors pour la meunerie, en fait, en Belgique, on regroupe des moulins dans 2 grandes catégories. Il y a ce qu'on appelle les moulins artisanaux et puis il y a les moulins industriels. Et ce qu'on considère comme industriel, c'est des moulins qui vont pouvoir avoir une capacité de plus de 1000 tonnes de céréales par an. Il y en a 5 en Wallonie, certains sont certifiés en bio, mais en fait les 3 plus grands qui représentent en fait les 3/4 de ce qu'on produit à l'échelle nationale, ils sont en Flandre. Et les moulins artisanaux, donc ceux qu'on considère artisanaux, ils vont produire, eux, moins de 200 tonnes par an. Donc tout de suite, là, vous comprenez qu'en fait, entre 200 tonnes et 1000 tonnes, il y a un espèce d'écart et de manque ou de trou, quelque part technologique, dans les outils déjà qu'on a à disposition en Belgique. Donc pour ce qui est de la réappropriation de l'outil, en fait, on a de plus en plus de moulins artisanaux depuis 2005, je crois que le nombre a doublé en Wallonie. Et donc en fait, cette étape de transformation, elle peut pour l'instant se faire de plus en plus, notamment à la ferme. Donc il y a quelques boulangers qui vont installer un moulin chez eux, mais c'est surtout des fermiers qui produisent du coup également la farine chez eux. Et d'une part, ça leur permet de se réapproprier en fait cette étape de production et aussi d'avoir la valeur ajoutée de vendre la farine. Et puis, ça leur permet aussi de plus dialoguer avec le boulanger, de comprendre en fait les enjeux que Plume nous a expliqués là, avec comment on s'adapte, c'est quoi la qualité, etc. Et donc, il y a même certains moulins, comme tu l'as dit, qui prennent des formes de coopératives. Cela dit, c'est toujours pas évident de bien valoriser la farine. C'est une étape en fait qui est assez chronophage. Et donc ce qui est bien, c'est que quand on est sur la ferme, on travaille à la ferme et à la fois on peut écouter son moulin qui tourne, etc. Donc il y a de l'intelligence qui est logistique qui est permise. Mais du coup c'est toujours compliqué de valoriser cette étape-là, en tout cas en Belgique. Et donc aussi par rapport à ce que tu demandais en termes d'appropriation technologique, il y a plusieurs meuniers qui
se réfère à des meuniers français qui ont inventé ou en tout cas relancé un type de meule sur pierre qui s'appelle les moulins à strier. Et donc ils vont faire un écolage quelque part parce qu'il y a aussi une déperdition d'un savoir-faire de comment on fait la mouture. Il y a tous les anciens meuniers qui étaient à la périphérie de Bruxelles historiquement, c'est des personnes qui ne travaillent plus ou qui sont même décédées parce que ça fait un certain temps que cette transition se fait. Et donc il faut se réapproprier ce savoir. Et en termes d'autofabrication des moulins, il y a aussi de l'atelier paysan qui permet donc cette souveraineté technologique. Et voilà, en Belgique, on a la fabrique paysanne qui est dans cette même démarche. Okay. En fait, c'est offrir des plans de certaines machines et certains moulins en open access à tous, quoi. Et d'ailleurs, pour compléter sur cette histoire d'échelle que Noémie décrit par rapport aux moulins, c'est vrai que c'est un vrai enjeu au niveau des boulangeries de se dire, en fait, si on n'a pas envie de se fournir chez des moulins qui sont dits industriels pour des questions éthiques, etc. Parfois, en fait, on s'est rendu compte avec le pain levé qu'on dépassait la possibilité de ce que pouvaient fournir des moulins artisanaux, quoi. Et donc, nous, on est parfois un peu coincés. On est un peu à la limite du moulin artisanal et du moulin industriel. Et à des moments où on a pu se poser la question d'aller se fournir ailleurs, ou pour des raisons où parfois on sait que Flittermolen n'est pas toujours au top financièrement, on s'est à un moment demandé s'ils allaient devoir arrêter, et on s'est dit, tiens, si Flittermolen arrête, chez qui est-ce qu'on se fournit? Et honnêtement, on n'avait pas de solution magique, alors on est très content qu'il continue pour le moment, parce qu'il n'y avait pas d'autres moulins qui remplissaient tous ces trucs-là et qui pouvaient nous fournir les quantités qu'on demandait à Bruxelles, quoi. Et donc à Bruxelles, c'est un vrai, on va en parler plus tard, c'est un vrai enjeu de pouvoir se fournir chez des moulins qui peuvent amener ces quantités-là pour la demande qu'il y a en boulangerie à Bruxelles, quoi. Et alors, est-ce que au pain levé, vous faites une différence entre vos farines et les farines industrielles? Donc, tu parlais du fait que vous faites attention à chez qui vous allez et que vous acceptez que parfois les céréales sont plus ou moins panifiables. Qu'est-ce que ça fait comme différence sur vos farines par rapport aux farines plus traditionnelles? La différence que nous on fait déjà, c'est qu'on essaie de le communiquer à nos clients. Okay. On essaie de le dire, voilà, nous on a des farines qui viennent de Belgique. On a eu beaucoup de questions par exemple des clients au moment du début de la guerre en Ukraine de vous allez avoir des problèmes d'approvisionnement. On dit non, nous nos céréales elles viennent toutes de 40 km autour. Ne vous inquiétez pas, les céréales elles vont arriver, vous allez avoir du pain. Mais par contre, par exemple, on a dû vraiment avoir un dialogue. En fait, il y a vraiment dû se créer un dialogue entre les paysans, le moulin, nous et les clients, pour expliquer que en fait le seigle l'année dernière il a germé sur pied parce qu'il faisait trop humide, donc il a eu une activité enzymatique qui était beaucoup trop forte et donc il y avait des problèmes à la cuisson, en fait le pain ne cuisait jamais, donc nous on a dû changer nos proportions pour mettre plus de froment pour pouvoir réadapter les pains, et tout ça c'est des choses qu'il faut expliquer aux clients et que eux doivent être dans la possibilité d'écouter aussi, de dire en fait c'est aussi ça le pari que eux font en décidant d'aller chercher du pain dans une boulangerie artisanale, c'est de se dire en fait là, cette production-là, oui aujourd'hui il n'y a pas de seigle parce qu'il y a eu des soucis dans la production et en fait ça vient du moulin, parce que ça vient du champ, parce qu'en fait il y a des conditions climatiques qui changent. Donc voilà, ça c'est la différence que nous on fait, c'est d'essayer d'avoir une vraie communication pour faire comprendre aux clients qu'il y a des enjeux là-dessus et que c'est un vrai travail artisanal de s'adapter aux différentes farines. Est-ce que tu pourrais nous dresser la situation des boulangeries indépendantes à Bruxelles et aussi avec l'augmentation du prix des matières premières et de l'énergie, comment est-ce que les boulangeries indépendantes font pour s'en sortir face à de la concurrence de supermarchés, par exemple? De nouveau, je pense qu'il y a beaucoup de communication à avoir, de dire qu'en fait, oui, ça s'appelle du pain en supermarché et du pain en boulangerie, mais c'est pas le même produit. Donc déjà ça, je pense qu'on n'a pas pu éviter une augmentation des matières premières, et donc entre autres nous, nos farines, autant le prix des farines n'a pas tellement augmenté, autant le prix du transport pour amener les farines a augmenté, et donc ça, nous on a été obligés d'augmenter tous nos prix de 6%, et on est en train de se dire qu'on va devoir probablement le refaire, tout simplement parce que nous, nos coûts ils augmentent aussi, et donc que si on veut continuer à rentrer dans nos frais, à nous payer, etc., on va être obligés, et ça nous plaît pas. Je pense que toute boulangerie aimerait pouvoir ne pas augmenter ses prix, mais ça on n'y échappe pas. Je pense qu'au niveau du public, le pain au levain aujourd'hui à Bruxelles est de plus en plus à la mode, et il y a de plus en plus de petites boulangeries qui ouvrent, et sur ce coup-là c'est vraiment chouette. Après ça reste localisé dans certains quartiers, beaucoup des quartiers comme Saint-Gilles, Ixelles,
Uccle, où il y a plein de petites boulangeries indépendantes qui sont des structures plutôt un patron et des ouvriers, avec un patron qui est souvent boulanger lui-même aussi, ou une patronne, ou un duo ou un trio qui après ont des ouvriers, et c'est une petite échelle, quoi. Le but c'est d'avoir une boulangerie, rarement deux, mais voilà. Et après ce sont des boulangeries qui se posent surtout la question, je trouve, du pain au levain, mais dans un effet commercial. Donc il y a aussi un double tranchant du pain au levain à la mode, où finalement il y a un effet de mode, mais ces boulangeries ne sont pas forcément à penser local. Il y a beaucoup de boulangeries qui vont se fournir dans des grosses minoteries en France, donc des gros moulins, qui ne vont pas spécialement se poser la question du bio non plus, même si c'est une question à se poser et que le label bio est critiquable. Je pense que c'est une question importante de se demander en fait qu'est-ce qu'on met dans le champ et comment, enfin quel type de farine arrive dans nos boulangeries. Et après, bon bah voilà, malgré tout, je pense qu'il y a comme je disais, un intérêt pour le pain au levain, et du coup pour les questions nutritionnelles de pain, de se rendre compte qu'effectivement le pain en supermarché, c'est un pain qui nourrit pas, c'est un pain qui limite fait mal au ventre parce que avec des gluten plus forts et difficiles à digérer. Donc je dirais qu'il y a des plus et des moins dans la situation aujourd'hui de la boulangerie à Bruxelles. Il y a de plus en plus d'intérêt pour la boulangerie artisanale, pour la boulangerie au levain, etc. Mais je trouve qu'il y a encore des questions qui sont pas mises sur le tapis, et que c'est difficile d'amener ces questions-là au devant de la scène. Et puis c'est qu'une certaine population qui s'y intéresse. Alors ça, c'est tout un enjeu aussi, et c'est pour ça que je parle de certains quartiers. C'est effectivement, il y a de plus, enfin, les quartiers, bizarrement à Molenbeek, où moi j'habite, à Gare de l'Ouest, il n'y a pas une seule boulangerie artisanale. Enfin, pourquoi ? Aussi parce que c'est un certain type de population qui met ces boulangeries-là sur le devant de la scène, souvent la population plus blanche, bourgeoise, aisée. Et nous, on a vraiment envie de faire ce pari avec le pain levé, de dire en fait, nous on a envie d'offrir du pain qui est dit entre guillemets de qualité, parce que c'est du pain levé en farine bio, belge, etc. Mais qu'on veut pas en faire un produit de luxe et le vendre super cher. Et c'est là que nous, on a mis en place un système de prix différencié et un système de partenariat avec des associations de quartier qui travaillent avec des publics plus précarisés, etc., quoi. Noémie, tu voulais dire quelque chose ? Oui, je voulais juste, en entendant Plume commenter, dire aussi qu'il y a un enjeu. Donc je vous ai parlé de l'enjeu des connaissances meunières, mais il y a aussi un grand enjeu autour de la connaissance de panification, en fait. Dans les écoles classiques ici en Belgique, on n'enseigne pas à faire du pain au levain, enfin voilà. Donc il faut vraiment, ces personnes doivent aller se reformer ailleurs en France, trouver des réseaux alternatifs. C'est vraiment structurel le problème, c'est pas que demain n'importe qui pourrait ouvrir une boulangerie. Et je voulais aussi dire que le dispositif du pain levé, il est assez particulier, il y a peu de boulangeries. Avec Lou, on en a rencontré une, deux en fait à Liège, mais en effet oui, c'est plutôt traditionnel et pyramidal comme mode de fonctionnement classique, quoi. Et du coup la valeur ajoutée sur la filière, on en parlera peut-être plus loin, mais il y a vraiment un enjeu là. Donc le boulanger, c'est lui qui fixe le prix, mais on a rencontré récemment un boulanger assez connu à Bruxelles, qui livre notamment dans des magasins bio, etc., sans emballage, qui disait « Moi, je veux garder un prix plancher », mais à aucun moment il s'est posé la question de savoir quel était le prix que recevaient les agriculteurs qui produisaient ces céréales. Et donc là, il y a un décalage, et il y a vraiment besoin de réinstaurer un dialogue entre toutes ces différentes personnes qui font le pain. Oui, il y a une vraie question du prix, en fait, de dire comment est-ce qu'on fait pour offrir un pain qui est accessible financièrement, tout en rémunérant justement toutes les personnes de la chaîne alimentaire, du semencier au boulanger, quoi. Et c'est vraiment pas évident de fixer ce prix-là. Et nous, quand on a fixé nos prix, on s'est vraiment posé la question de dire comment on fait. Alors on avait de base tout fixé par rapport à nos matières premières, puis à un moment on s'est dit bon, en fait on va quand même aller regarder les prix du marché, et on a vu que tout était plus cher. Du coup on s'est dit bon, on va pas faire ce prix-là, mais on va faire un truc entre deux. Et bon, après nous on a un système de prix différencié qui vient balancer cette chose-là. Et pour rebondir aussi sur la question de la formation, effectivement aujourd'hui
déjà, il n'y a pas de formation en boulangerie artisanale. Donc pour faire du pain en levain, pour pouvoir utiliser moins de machines, etc. Mais il n'y a aussi pas de certification et du coup c'est pas évident aujourd'hui de faire reconnaître des compétences. Et de valoriser ça. Voilà, c'est ça, il y a l'expérience et aujourd'hui en boulangerie, l'expérience compte beaucoup comme dans le milieu aussi de la meunerie, enfin toute la filière boulangère quoi. Mais si tu veux ouvrir un truc à ton nom, la seule manière de l'avoir c'est en ayant un diplôme qui ne correspond en fait pas à tes compétences. Ouais. En Belgique aujourd'hui, le diplôme de boulangerie, le seul qui existe, c'est un diplôme de boulangerie, pâtisserie, chocolaterie et glacier. Mais personne n'a fait ces 4 métiers à la fois. Même pâtissier, boulanger, il y en a très peu qui font les deux. Souvent, il y a quelqu'un qui est pâtissier et quelqu'un qui est boulanger, quoi. On peut peut-être rapidement parler du gaspillage. On a lu avec le SGO que le pain représenterait près de 20% du gaspillage alimentaire à Bruxelles et qu'on jetterait 10% du pain qu'on achète. On voit qu'il y a des initiatives un peu bobo qui émergent pour faire de la bière avec du pain un peu vieux ou de la chapelure. Mais est-ce que vous réfléchissez au pain levé pour diminuer structurellement la quantité de pain gaspillé? Donc est-ce que vous faites attention à vos quantités en plus de faire attention à la qualité? Alors la réponse est oui, mais je pense que c'est pas par là qu'il faut prendre le problème. Okay. Je pense que d'abord si le pain est gaspillé, c'est entre autres parce que le pain tient pas. Donc d'abord il faut se poser la question de nouveau de la qualité du pain. Un pain en levain tiendra 5-6 jours, un pain à la levure 2-3 maximum. Okay. Donc ça c'est vraiment de nouveau, je pense qu'il faut partir de là, de se dire en fait quel est un pain qui tient, Nous on a des clients qui disent ah oui mais j'ai encore du pain de la semaine dernière, il est encore bon parce qu'il y a des pains qui sont plus humides, ils ont des graines, etc. Et s'il est bien conservé en fait il pourrit pas, il rassit pas. Donc ça c'est la première question à se poser, c'est faire un pain qui tient et accepter que tu as du pain que tu manges en fait pendant 4-5 jours quoi. Donc d'acheter plutôt des miches que tu conserves bien et qu'à la limite tu regrilles derrière. Et puis oui, nous on fait en sorte d'essayer d'adapter nos quantités. Alors c'est pas toujours évident parce que comme on vend beaucoup en magasin sans réservation, on peut pas savoir à l'avance exactement du nombre de clients, ça dépend de beaucoup de paramètres qu'on peut pas prévoir. Mais effectivement on essaye d'adapter nos quantités. Quand on se rend compte qu'on a beaucoup trop, qu'on aurait pu faire une fournée en moins, on se dit ok on va réduire les quantités. Et par contre si on voit qu'il en manque, on va essayer d'augmenter. Donc ça on a une vraie adaptation. Et puis quand on a quand même des invendus, parce que c'est le cas, nous on se refuse à jeter et donc on a tout un système de redistribution d'invendus avec des associations de quartier, des squats, des cuisines collectives, etc. quoi. Donc, mais ça c'est vraiment, vraiment important pour nous. Et à la limite quand on n'arrive pas à redistribuer des pains parce que je sais pas, les réseaux sont pas disponibles ou contactables, on essaye de congeler en se disant voilà, on préfère le congeler et le donner à un jour où il y avait un squat qui venait et qu'en fait finalement on n'avait pas de pain d'invendu ce jour-là. Ça reste du pain qui est passé un peu au congélateur, mais c'est pas c'est mieux que de le jeter quoi. Donc on a vu que changer la façon de produire du pain permet de pallier à plusieurs problèmes de notre système alimentaire actuel. On a entre autres évoqué le maintien de la biodiversité, la diminution des engrais et produits phytosanitaires, une maîtrise de la production et de son écoulement pour permettre une meilleure rémunération des paysannes et paysans. Et on en a déjà parlé tout au long de notre discussion, mais j'aimerais qu'on puisse conclure en résumant les pistes pour améliorer l'état actuel de notre système alimentaire, en particulier en ce qui concerne le pain. Est-ce que vous auriez chacune une grande piste de changement structurel à mettre en place? Et alors peut-être un changement en tant que consommateur, consommatrice? À quoi est-ce qu'on peut faire attention en achetant du pain? Je peux commencer sur la question des semences. Donner des grandes pistes de réforme ou de changement structurel, c'est toujours une grande question, mais ce que j'aurais voulu mentionner plus tôt, donc je vais en profiter pour en parler maintenant, c'est les réseaux de semences paysannes, par exemple, qui sont des alternatives qui se construisent, donc il y en a, j'ai cité l'Imester en Belgique, il y a en France le réseau semences paysannes, en Italie Rete Semirurali, enfin voilà, il y en a un peu partout en Europe qui émergent, et donc ça peut être une piste peut-être plus soutenir ces structures-là, qui travaillent sur essayer de se réapproprier justement ce travail de la semence au niveau des paysans. Je sais qu'en Italie ça marche pas mal, où ils sont peut-être un petit peu plus soutenus par des centres de recherche ou par l'État ou des choses comme ça, et donc ils arrivent à développer vraiment des chouettes projets.
Et donc, voilà, peut-être un petit peu plus de soutien pour ces structures-là, ça peut être une piste. Alors moi, je vais tricher. Je vais en donner 2. Je serai rapide. Donc, juste pour rappeler cette idée de faire vraiment dialoguer les maillons du boulanger au semencier, quoi, ou de la boulangère à la semencière. Parce que c'est la seule manière de répartir les risques et d'avoir vraiment un prix qui rémunère tout le monde. Et la deuxième, vous avez entendu que l'enjeu du moulin, de la meunerie, il est quand même très important. Et donc là, on a vraiment, nous plutôt, dans le cadre de notre projet de recherche avec Lou, une réflexion autour de reterritorialiser l'outil de la meunerie. Plume vient de le dire, les transports au niveau des farines, ça augmente encore maintenant. Et donc, il y a vraiment un enjeu à ce qu'il y ait une réflexion de la part des territoires. Il y a des structures qui existent en Wallonie, les GAL, les parcs naturels, les communes, les régions, pour réfléchir à mettre à disposition des outils adéquats pour les producteurs et les boulangers. Oui, je voulais aussi parler de la question de la communication sur toute la filière. Ouais. Et pour moi, il y a vraiment un enjeu du côté de la formation, surtout l'enjeu de la filière, de pouvoir aujourd'hui valoriser des savoir-faire artisanaux et sans les enfermer dans un diplôme ou dans une institution absolue, mais en tout cas de pouvoir les mettre à jour. Et alors côté consommateur, vraiment de penser que le pain au levain et le pain à la levure des supermarchés, c'est pas le même produit. Et en fait, moi, j'invite chaque consommateur, consommatrice de pain à aller parler à son boulanger, à sa boulangère, pour savoir vraiment ce qu'il y a derrière, quoi. Du coup, on a l'habitude de finir par des recommandations de livres, d'événements ou de ce que vous voulez. En fait, si vous avez une recommandation, un conseil à donner à nos auditeurs et auditrices, c'est le moment. Moi, j'aurais envie de conseiller la super BD Il est où le patron qui est une BD féministe sur le quotidien de femmes paysannes et éleveuses, qui est super, qui permet vraiment de rentrer dans le quotidien de ces femmes-là. Alors c'est surtout dans le contexte français, mais je trouve que ça donne un bon aperçu. Et alors avec le Pain Levé, on organise une soirée sur la question justement de l'accessibilité financière à l'alimentation en région bruxelloise le 21 septembre. Et ça se passe à la boulangerie. Toutes les infos sont sur Facebook ou sur des affiches à la boulangerie. Et si ça vous intéresse de parler de ces questions-là avec nous et d'autres acteurs de l'alimentation bruxelloise, n'hésitez pas. Et donc vous avez une soirée le 21 septembre. Le 21 septembre à partir de 18h45 à la boulangerie Le Pain Levé à Schaerbeek. Oui, il y a plusieurs choses, notamment si vous voulez comprendre un petit peu plus les rouages de ce qu'on a abordé aujourd'hui, il y a un super dossier de Itinéraire Bio qui est à la revue de Bio Wallonie sur le pain. Et puis il y a un documentaire qui s'appelle Quand le vent est au blé de Marie de Vuist, où vous verrez notamment certains des collègues et des personnes qui ont travaillé sur la sélection participative, etc., au sein de notre laboratoire. Et puis je voulais juste rappeler aussi que je travaille pas seule, je suis avec Lou Chosbourg, ma collègue de l'ULG Jean Blou, et on travaille en fait sur un projet pour justement réfléchir à la relocalisation des filières du grain au pain en Wallonie et en Belgique. Et ça nous permet en fait aujourd'hui d'introduire le fait qu'on va aussi lancer un podcast qui s'appellera Le pain qu'on sème et qui sera probablement diffusé aussi sur Radio Campus. Donc voilà, restez connectés pour l'entendre dans les prochains mois. Ceci n'est qu'un teasing. Oui. Et sinon, il y a Nature et Progrès Bruxelles qui organise le 4, 15 et 29 octobre un cycle d'activités du bon grain au pain où sera notamment diffusé le documentaire dont parlait Noémie. Je crois qu'il y a aussi une séance, une activité, un atelier plus où les participants peuvent mettre un peu la main à la pâte. Je connais pas le programme détaillé, mais ça peut peut-être être une occasion de se familiariser avec ces problématiques-là. Et puis il y a aussi un livre qui s'appelle Notre pain est politique, qui a été écrit par le groupe Blé de l'ARDEAR, donc c'est l'association régionale pour le développement rural, le développement de l'emploi agricole et rural Auvergne-Rhône-Alpes,
C'était pas facile. Voilà, qui adresse toutes ces questions-là. Je pense que le titre est assez explicite. Ouais. C'était le 4e épisode d'Au Grand Air, une série sur la préservation de la biodiversité produite par le Student Green Office de l'ULB. Vous pouvez retrouver toutes les informations et références dont il a été question dans cet épisode sur notre page Instagram @greenofficeulb et notre page Facebook ULB Environnement Student Green Office. Un grand merci à Amaury, Noémie et Plume, nos intervenants et intervenantes. Et un grand merci à Radio Campus pour ses locaux et son soutien technique. Vous pouvez retrouver leurs émissions sur la fréquence 92.1. Merci pour votre écoute et à bientôt.